Bonsoir à toutes et à tous. L'habitat indigne, le sujet est évidemment très sensible. Il a été particulièrement médiatisé à Marseille. Je fais référence aux événements dramatiques de la rue d'Aubagne. C'était le 5 novembre 2019 et ce jour-là, l'actualité jetait une lumière crue sur la problématique de l'habitat indigne. À Marseille, bien sûr, mais plus largement dans de très nombreuses communes de France. Selon certaines sources, je pense notamment à l'urbanisme à Paris, 60 000 appartements seraient concernés dans la capitale, mais aussi 40 000 à Marseille, 400 000 sur l'ensemble du territoire. Difficile de vérifier ces chiffres par définition, mais quoi qu'il en soit, le sujet qui nous réunit est majeur et il concerne au premier chef les professionnels de l'immobilier, syndics et administrateurs de biens notamment. Que dit la loi sur le rôle des uns et des autres? Quels sont les bons réflexes? Quelles sont les responsabilités des professionnels par rapport à cette question de l'habitat indigne? Permis de louer, marchands de biens, marchands de sommeil, pardon, qui sont les autorités compétentes, quelles sont celles qu'il faut alerter? Toutes ces questions, on va les poser et toutes celles que vous avez et que vous nous adresserez tout au long de cette émission, je les poserai pour vous. Et nous allons pour aujourd'hui pouvoir nous appuyer sur de vraies expertises. Je pense notamment à Amélie Puccinelli, chargée de mission auprès du préfet de Seine-Saint-Denis sur la lutte contre l'habitat indigne, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci beaucoup, Amélie. Harald Gaillard représente l'ARS, il est ingénieur d'études sanitaires et responsable de la cellule environnement intérieur. Olivier Safar, que je ne présente plus, qui est le président adjoint UNIS, métier gestion locative. Non, copropriété, Gabi, copropriété. Copropriété, j'ai inversé avec Denis Génito, qui va apparaître à l'écran. Et Denis, lui, est effectivement le président adjoint de l'UNIS, métier gestion locative. Merci à tous de nous apporter vos connaissances sur cette question de l'habitat indigne. Je rappelle à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous ce soir qu'ils et elles ont la possibilité de poser des questions aux manettes. Géraud Delvolvé récupère ces questions et me les transmet. Et avec mon smartphone, j'essaie d'être votre porte-parole le plus réactif possible. Alors, d'ores et déjà, beaucoup de questions nous sont parvenues et naturellement, les premières concernent la définition même du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'habitat indigne? Quelle est la définition selon la loi? Qui peut y répondre? Peut-être Amélie Puccinelli. Tout à fait. Alors, l'habitat indigne est défini par la loi et il faut retenir que finalement, deux choses constituent un habitat indigne. D'abord, des locaux qui vont être utilisés à des fins d'habitation, mais qui n'en sont pas. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on a beaucoup de caves semi-enterrées, des abris de jardin, des garages, alors souvent qui sont un peu aménagés, qui font un peu oublier leur destination première, mais comme ça n'avait pas été fait pour être un logement, et ben ça va se dégrader et ça constitue un habitat indigne. Deuxième type d'habitat indigne, c'est les logements dont l'État ou celui du bâtiment constitue un risque pour la santé ou la sécurité des occupants. Il faut vraiment retenir, quand la sécurité ou la santé des occupants est menacée par le logement, c'est de l'habitat indigne. Alors, quelle différence, et ça aussi on a beaucoup de questions sur cette thématique, quelle différence entre indigne et indécent? Pareil pour le logement insalubre et le logement en péril. Alors, peut-être Harald. Alors, effectivement, la notion d'habitat indigne recouvre plusieurs réalités. Toutes ces réalités ont systématiquement un impact sur les locataires, mais généralement sont définies dans des textes différents. Quand on parle d'habitat insalubre, on parle d'habitat tel que défini dans le Code de la santé publique et qui ont un impact sur la santé ou la sécurité des personnes. Quand on parle d'habitat indécent, on fait souvent référence au décret dit décence qui fixait un certain nombre de normes minimales d'hygiène, de sécurité et de dignité afin d'apaiser les relations entre locataires et propriétaires. Et enfin, une dernière notion dont on peut souvent entendre parler, c'est la notion de péril. Là, le péril, on parle vraiment des éléments structurels du bâti, avec plus une notion de danger sur la sécurité des habitants et des tiers. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples concrets, des images à travers vos propos? Tout à fait. Alors bien sûr, les exemples que je vais donner sont centrés sur la Seine-Saint-Denis, puisque j'ai la chance de travailler dans ce département. Donc, quand on parle d'insalubrité, vous allez par exemple avoir des problèmes de moisissure, des défauts de ventilation, mais également des problèmes d'électricité dangereuse. Vous avez également l'utilisation de revêtements type peinture au plomb dans de l'habitat ancien. Donc là, on est vraiment dans de l'habitat insalubre. Vous avez également ce dont parlait Madame Puccinelli, ce sont tout ce qui est les caves, les sous-sols qui sont mis à disposition. Et malheureusement, en Seine-Saint-Denis, nous avons un certain nombre de dossiers qui concernent ce genre d'installation. Enfin, quand on parle de péril, c'est par exemple une souche de cheminée qui est en train de se desceller,
c'est un plancher qui risque de s'effondrer, etc. Quelqu'un qui met en location une chambre qui mesure 8 mètres carrés, ça rentre dans quelle catégorie, par exemple? Alors, une chambre seule qui est louée et qui fait moins de 9 mètres carrés sous 2,20 m de hauteur sous plafond, on rentre en fait dans la définition d'un local. On ne peut plus considérer que c'est un logement. Et à ce moment-là, la puissance publique va traiter ce dossier pour en interdire la mise à disposition en tant qu'habitation. Donc là, à nouveau, on est bien dans l'insalubrité, telle que développée malheureusement en Seine-Saint-Denis. Donc, si on résume, je suis ADB, administrateur de biens ou syndic. Très concrètement, quels sont les indices qui peuvent me guider vers l'analyse selon laquelle ce logement est indigne et quels sont les points de vigilance? Alors, sans vouloir faire de votre public des spécialistes du diagnostic immobilier ou de l'inspection telle que pratiquée par la préfecture et l'ARS, oui. Il y a un certain nombre de désordres, effectivement, qui sont facilement observables. C'est par exemple des moisissures qui se développent de manière impressionnante dans la plupart des pièces. On ne parle pas juste des moisissures sur les joints de la douche, hein, on parle vraiment de locaux qui sont colonisés de la moisissure. Lors d'une visite, c'est par exemple un tableau électrique qui semble extrêmement vétuste. Là, pas besoin d'être électricien non plus pour voir qu'il peut y avoir un danger. Enfin, pour les cas les plus frappants, quand je parlais de cave, c'est par exemple un local dont la hauteur sous plafond fait 1,90 m. Là, clairement, ça peut donner des indices pour montrer que c'est un local impropre. Et enfin, tout ce qui est garage aménagé, abri de fond de jardin, où là également, pas forcément besoin d'être un professionnel du bâtiment pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'isolation, qu'il n'y a pas de vide sanitaire, des éléments qui sont absolument primordiaux pour la santé et la sécurité. Ça allait sans dire, mais ça va beaucoup mieux en le disant. Alors, s'il est un texte qui précise le rôle de des professionnels de l'immobilier dans la lutte contre l'habitat indigne, c'est bien la loi Hoguet, ce texte fondateur. Denis, vous confirmez. Et que dit-il, ce texte aussi? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je le confirme. La loi Hoguet évolue en permanence et la loi Elan a instauré une nouvelle obligation pour les professionnels de l'immobilier. Dans son article 8.2.1, elle oblige les professionnels à signaler au procureur de la République les faits qui sont de nature à constituer une infraction aux articles 225.14 du Code pénal et 511.22 du Code de la construction et de l'habitat. Alors, vous allez me dire quelles sont ces infractions. Non seulement je vais vous le dire, mais si on pouvait à partir de maintenant éviter toutes ces références à des numéros d'articles, etc., ça serait beaucoup plus simple pour moi d'abord et peut-être pour celles et ceux qui sont derrière leur écran. Alors, allons-y. Que dit la loi? Alors, quelles sont ces infractions? Eh bien, la première d'entre elles, c'est de soumettre des personnes vulnérables à des conditions d'habitat indigne. Une autre infraction pourrait de ne pas réaliser les travaux qui sont prescrits par un arrêté ou d'enchaîner des travaux dans un immeuble afin d'en faire partir leurs occupants. Voilà le type d'infractions qui sont susceptibles dont le professionnel a l'obligation de les signaler au procureur de la République. Quand vous dites, Denis, le professionnel, vous pensez à qui est concerné par Alors, je pense à l'administrateur, tous ceux qui sont concernés par la loi Hoguet, donc administrateur de biens, syndic de copropriété, gestionnaire et agent immobilier. Alors, autre question qui est revenue pas mal de fois, Hoguet plus Elan prévoit, sauf erreur, des dispositions spécifiques pour les syndics. Quelles sont ces dispositions? Peut-être que là, c'est Olivier Safar qui peut répondre. Je vais répondre, ce sont exactement les mêmes dispositions. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la loi Elan, ils ont modifié en même temps la loi Hoguet et la loi de 65 sur la copropriété. Donc, on retrouve exactement les mêmes obligations. Là où c'était dans la loi Hoguet pour les administrateurs de biens, les agents immobiliers, les syndics, dans la loi sur la copropriété, c'est clair, c'est le syndic qui doit signaler au procureur de la République. Alors, Françoise est à Pau. Elle me dit, est-ce qu'il y avait besoin d'une loi? Parce que moi, j'ai un code de déontologie dans ma profession et je m'y réfère. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Est-ce que Françoise a raison? Alors, Françoise, elle a raison, il y a bien un code de déontologie. Il a été défini par la loi Allure, c'est-à-dire Madame Duflot à l'époque. La seule chose, c'est qu'il ne reprend pas tous les points qui ont été inscrits dans la loi Elan et il fallait que la loi Elan vienne clairement indiquer que c'était le syndic, l'agent immobilier ou le gestionnaire qui le signale au procureur. Dans le code de déontologie, ils doivent simplement exercer sa profession avec bien évidemment dignité, conscience, loyauté, sincérité et probité. Bien. Je suis confronté à une situation d'habitat indigne
Je suis obligé de la signaler, mais à qui? Et en quoi consiste l'obligation de signalement? Alors, j'ai deux signalements à faire. Un premier signalement qui est un signalement soit au maire de la commune, soit au préfet de police. Ça, c'est une première partie. C'est une obligation qui existe pour tous des difficultés. Le deuxième signalement, c'est au procureur de la République. Et vous l'avez bien compris, dans le cadre de la loi Elan, on a rajouté ce signalement au procureur de la République. Donc là, il y a ces deux situations. On demande une précision. Quels sont les faits concernés? Qu'est-ce que je dois signaler? Harald, peut-être. Ouais, effectivement, concernant les faits à signaler, l'important, c'est de bien insister sur le fait que c'est un signalement. On ne demande pas aux professionnels de l'immobilier d'être des professionnels de l'inspection, comme je le rappelais précédemment. Vraiment, c'est se baser sur tous les indices que j'ai déjà pu citer, que ce soit des situations de péril, globalement avec des risques d'effondrement, ou des situations d'insalubrité, où on se rend compte qu'il y a des problèmes d'humidité, de moisissure, d'électricité, de monoxyde de carbone. Et là, toutes ces situations, à partir du moment où il y a une suspicion, vous pouvez les signaler, alors que ce soit au maire, qui généralement est en première ligne, mais également au service de la préfecture ou au service des ARS, donc les agences régionales de santé, qui sont en charge de la lutte contre l'habitat insalubre. Amélie Puccinelli, un complément? Tout à fait. Donc, vous pouvez trouver généralement sur les sites internet des communes, si vous tapez de services d'hygiène, habitat ou péril, vous trouverez les adresses où signaler. Et puis, un certain nombre de départements ont mis en place des guichets uniques. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'agence régionale de santé ou de la préfecture. Nous, en Seine-Saint-Denis, par exemple, on a une adresse email qui permet d'envoyer tous les signalements, et puis l'agence régionale de santé se charge de les donner à l'autorité compétente. Ça vous simplifie le travail. Donc, vous pouvez très bien vous renseigner pour savoir si votre département a mis en place un guichet unique pour vous simplifier le travail. Alors, il y a une notion de vulnérabilité. Vous pouvez nous expliquer cette notion qui est importante? C'est très important pour ce qui est des signalements au parquet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une infraction spécifique qui est la soumission de personnes vulnérables à des conditions d'habitat indigne. Donc, quand vous constatez qu'il y a un habitat indigne, un peu comme avec tous les indices que vous a cités Monsieur Gaillard, et que vous êtes en présence de personnes vulnérables. Alors, c'est quoi une personne vulnérable? Ça peut être des mineurs. Toutes les personnes mineures, tous les enfants sont considérés comme des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes malades, handicapées, des personnes aussi qui sont en situation irrégulière ou qui viennent d'arriver sur notre territoire. Tout ça, c'est des catégories de personnes qui sont considérées comme vulnérables. Donc finalement, c'est une catégorie assez large, notamment celle des enfants. Et donc, si vous êtes en présence d'une de ces catégories, c'est bien de doubler votre signalement à la mairie ou au préfet par un signalement au procureur de la République. Vous faites une lettre au tribunal de justice et vous signalez ces faits. D'accord. Alors, la question évidemment qu'on se pose tous, c'est quelle est la sanction que peut encourir un professionnel de l'immobilier s'il ne fait pas ce signalement? Alors, qui peut répondre? Denis? De notre côté, on n'a pas trouvé de sanctions spécifiques. En revanche, il y a le risque pour le professionnel d'être mis en cause pour complicité ou pour négligence. Est-ce que c'est ce que vous vous apprêtiez à dire, Amélie? Exactement, tout à fait. Je pense que c'est mieux pour un professionnel de respecter ses obligations, même s'il n'y a pas de jurisprudence pour le moment. C'est vrai que s'il y avait un accident, un effondrement, un incendie, et que des responsabilités étaient recherchées, et qu'on se rendait compte qu'un professionnel de l'immobilier était au courant, bah voilà, je pense que le professionnel de l'immobilier serait plus serein d'avoir fait ce signalement. Donc on vous incite à faire ce signalement. C'est quand même exotique, non, comme situation. Le professionnel de l'immobilier est obligé par la loi de faire ce signalement, mais en même temps, il ne risque rien s'il ne le fait pas. Qui comprend? C'était sans doute une première étape pour habituer les professionnels de l'immobilier à repérer ces situations et pas les sanctionner tout de suite. Donc, c'est sans doute une accoutumance. Et en tout cas, toutes les personnes au-delà des professionnels de l'immobilier, désormais, toute personne qui constate une situation d'habitat indigne est obligée de la signaler. Alors, on est encore plus exigeant envers les professionnels de l'immobilier parce que c'est votre métier et qu'on sait que vous êtes des professionnels. Mais aujourd'hui, la loi oblige toute personne qui voit une situation d'habitat indigne à la signaler. Et nous, en Seine-Saint-Denis, on sensibilise les pompiers, les policiers, les intervenants à domicile pour qu'ils fassent aussi des signalements. Donc, on ne se repose pas évidemment que sur vous, mais on compte sur vous.
Alors, Daniel du 93 nous dit précisément, elle a bien noté, il y a un guichet unique avec un mail dans la Seine-Saint-Denis. Toujours dans la Seine-Saint-Denis, une question, lors d'un signalement, pourquoi le procureur ne rend-il pas compte de l'avancement de la procédure? Ah. Et ben c'est c'est un peu le secret de l'instruction. Donc c'est vrai que les personnes qui ont fait le signalement sont pas au courant. Mais ce que je peux vous assurer, pour faire des points très réguliers avec les procureurs en Seine-Saint-Denis, c'est que les dossiers avancent. Ça prend du temps parce qu'il y a une enquête de police. D'abord, il y a la commune ou l'ARS qui vont dire oui, oui, c'est bien de l'habitat insalubre. Et puis après, les services de police vont enquêter. Donc ça prend 1 à 2 ans, 1 ou 3 ans pour que ça arrive en justice, mais ça arrive bien en justice et il y a des peines qui sont prises, il y a des sanctions, il y a des confiscations de biens, il y a des peines de prison, il y a des amendes. Donc les dossiers avancent. Alors, Sylvie est en Savoie, la chanceuse, elle nous dit « Bonsoir à tous. Souvent, en station de ski, les biens à vendre disposent de pièces à dormir inférieures à 9 mètres carrés. Comment les classez-vous » Est-ce qu'on est dans le sujet? Je ne suis pas convaincu, mais on va quand même répondre. Alors, Harald? Alors effectivement, pardon, un souci de micro. Effectivement, cette question des biens mis en location saisonnière, là pour le coup, je vais m'excuser, je n'ai pas du tout la compétence pour vous répondre. Je pense qu'après, s'il y a un litige entre locataire saisonnier et le propriétaire, ça se réglera plus au civil. Mais par ailleurs, je n'ai pas connaissance de procédures administratives lancées sur de tels biens. Après, il faut reconnaître qu'une pièce de moins de 8 mètres carrés, même en location, je ne pense pas que ce soit extrêmement sérieux et bon pour la santé mentale, quand bien même pour une location saisonnière. Bien. Alors, je précise que notre ami Manuel Fèvre, qui est aux manettes et qui dirige toute la technique, nous dit que plus de 1100 personnes sont déjà connectées. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est très sensibilisé et très sensible à cette question de l'habitat indigne à l'UNIS. Alors, autre question, copropriété. Comment le syndic de copropriété doit réagir lorsque des travaux doivent être faits, précisément parce que les parties communes sont dans une situation déplorable? Comment est-ce que je dois réagir? Alors, il y a deux façons. Soit les travaux sont normaux et on doit les faire voter, c'est-à-dire on doit aller en assemblée générale, faire voter les travaux pour les réaliser. Soit il s'agit vraiment de travaux d'urgence parce qu'il risque d'y avoir un effondrement et le syndic doit intervenir dans le cadre des travaux d'urgence, c'est-à-dire établir ses devis, les transmettre au conseil syndical et surtout convoquer dans la foulée l'assemblée générale. La difficulté, ce n'est pas les travaux dans les parties communes. C'est souvent des travaux dans les parties privatives et je rappelle que le syndic ne peut pas intervenir dans les parties privatives. C'est la difficulté principale dans notre cas. Alors, un de mes clients refuse de réaliser des travaux importants dans l'appartement qu'il loue et que je gère pour lui. Comment est-ce que je peux réagir? Denis? Alors, Olivier m'a écrit, il m'a indiqué qu'un de mes copropriétaires, un de mes clients bailleurs, son logement semblait être relevé des conditions d'indigne. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, dans notre métier, on essaie de faire preuve de diplomatie. Donc, on va appeler le client, on va le contacter, et puis on va essayer de le convaincre qu'il faut faire des travaux. S'il ne veut pas les faire, on va les monter d'un ton, on va le mettre en demeure, et puis à terme, puis gérer ce logement, et puis on va résilier notre mandat de gestion. Donc, c'est d'abord la négociation, puis après, si ça ne marche pas, je choisis de partir. On va être aidé par le locataire qui sera allé sur le site, par exemple, de l'ANIL, qui aura trouvé les modèles de lettres à adresser à son bailleur et qui saura user de bons arguments pour nous permettre de convaincre notre client. Daniel est dans les Hauts-de-Seine, il dit « En tant que gestionnaire, l'un de mes clients propriétaires souhaite refaire un habitat indigne avec un locataire, mais ne trouve aucune solution de relocation ponctuelle auprès des différents organismes. Qu'est-ce que je peux faire ?» Amélie? Alors, sous contrôle de M. Gaillard qui connaît ça mieux que moi, quand c'est juste une obligation de faire des travaux, en fait, il y a parfois une obligation d'hébergement temporaire pour que la personne ne soit pas obligée que l'occupant ne soit pas dans les travaux pendant quelques semaines. Mais dans ces cas-là, l'hébergement peut très bien se faire à l'hôtel. On n'est pas obligé d'avoir un vrai logement pour le temps des travaux.
Donc, ça peut très bien être un hébergement à l'hôtel. Et ça, c'est plus facile à trouver, surtout par les temps qui courent, malheureusement, avec le Covid qui a fait déserter les hôtels. Harald, un complément? Oui, effectivement, pour compléter les propos de Mme Puccinelli, j'insisterai plutôt sur l'importance effectivement de l'hébergement au cours des travaux qui portent sur de l'habitat insalubre, puisque souvent les travaux qu'il y a à faire peuvent exposer également les occupants à une certaine quantité de poussière, à des traitements contre les moisissures. Donc vraiment, cet hébergement temporaire est extrêmement important, mais il peut être effectué sur une période courte, par exemple en hôtel. Alors, on enchaîne avec une autre question, et là, on va se rapprocher du permis de louer, dont il a été beaucoup question dans l'actualité. Question très générale, d'abord, en gestion locative, est-ce que le permis de louer est entré en vigueur et en quoi est-ce qu'il consiste exactement, Denis Génito? Alors, ouvrez votre micro, ça sera tellement plus efficace. Oui, le permis de louer est entré en vigueur. La loi Allure a donné la possibilité aux communes de définir certains secteurs, certaines zones dans lesquelles sera instaurée une déclaration louée ou une autorisation de mise en location. Donc, ce sont des communes qui décident d'appliquer dans des endroits spécifiques cette réglementation. J'ai tout de suite une question que je vous pose parce qu'elle est directement liée à celle à laquelle vous êtes en train de répondre. Pourquoi l'État n'exonère pas les administrateurs de biens du permis de louer pour les logements qu'ils gèrent alors qu'ils sont désignés comme adjoints des politiques publiques? Ça, c'est une très bonne question. Nous menons campagne en ce sens. Le professionnel, il est déjà soumis à de nombreuses réglementations. Il a notamment, on l'a vu au cours de nos échanges, il a ses obligations qui sont définies par la loi Hoguet, la loi sur la loi de 65. Donc, il va dénoncer les conditions d'habitat indigne. Donc, pourquoi le soumettre à cette réglementation? Est-ce que Amélie ou Harald ont une réponse? En Seine-Saint-Denis, malheureusement, c'est vrai qu'on constate que parfois même les professionnels ne constatent pas toujours, ou c'est pas forcément absolument évident. En tout cas, pour l'instant, le législateur a voulu quelque chose qui s'appliquait à tout le monde. Et le législateur est souverain. Et on s'incline devant la volonté du législateur, exactement. Et on met en œuvre la volonté du législateur. Duralex, sed lex. Alors, je n'oublie pas le permis de louer, on y revient dans une poignée de secondes, mais d'abord, pour ne pas me faire gronder par Daniel des Hauts-de-Seine et Laetitia de Nice, qui nous demandent sur la question précédente, vous vous souvenez, quand on doit reloger des locataires parce que des travaux doivent être réalisés, l'un et l'autre dit, mais qui prend en charge l'hébergement temporaire? Le propriétaire, celui à qui s'adresse l'arrêté est chargé d'assurer, de prendre à sa charge le relogement des occupants, puisque c'est à lui qu'a bénéficié la location de l'habitat indigne. Donc, c'est lui qui doit prendre à sa charge le relogement. On revient sur notre permis de louer. Nombreuses questions sur le thème « Comment savoir si un logement est concerné par le permis de louer ou pas ?» Qui peut répondre? C'est toute la difficulté. On n'a aucun recensement au niveau national. Donc, lorsque vous mettez en location un bien, vous avez l'obligation d'aller voir sur le site de la commune. En fait, le moyen d'information, c'est les communes. Donc, vous allez sur les sites des communes et là, vous verrez si un endroit est concerné ou non par le permis de louer. Amélie Puccinelli, en Seine-Saint-Denis, ça dit quoi? En Seine-Saint-Denis, on a 22 communes sur 40 qui ont déployé le permis de louer, donc on est un département qui applique beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une commune décide d'appliquer le dispositif, elle est obligée d'attendre 6 mois pour informer la population, les professionnels de l'immobilier. Donc ça ne rentre pas en vigueur du jour au lendemain. Normalement, il y a une phase de pédagogie qui est faite par les communes, et puis ensuite, c'est sur le site internet. Et donc les communes soit définissent tout leur territoire, parfois c'est un périmètre pour pas, si c'est juste un périmètre de la commune qui est concerné par l'habitat indigne, c'est pas la peine finalement d'embêter entre guillemets tous les propriétaires de la commune, donc parfois c'est juste une zone. Donc il faut regarder sur le site si déjà la commune l'applique et si c'est sur tout un zonage ou sur tout son territoire. Et parfois c'est même un type d'appartement, ça va être les 2-3 pièces ou uniquement les studios, donc il y a vraiment une recherche spécifique à faire.
Est-ce que sont concernés tous les types de logements, qu'ils soient vides ou qu'ils soient meublés? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce qu'ils sont des logements qui sont mis en location ou dont le bail est prolongé simplement? Qu'est-ce qu'il faut distinguer? Ce sont uniquement les nouvelles mises en location, c'est-à-dire qu'un bail qui va se renouveler n'est pas soumis à la déclaration ou au permis de louer. Si le locataire est déjà en place, vous n'êtes pas soumis. Donc, imaginons, j'ai pris la bonne décision, je me suis renseigné auprès de la mairie ou de l'EPCI concerné pour savoir si le logement dont je m'occupe doit faire l'objet d'un permis de louer. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, quelle est la procédure à suivre? Denis? Alors, ça dépend si vous êtes sous le régime de la déclaration ou de l'autorisation. Si vous êtes dans celui de la déclaration, vous avez signé votre bail avec votre locataire et vous devez dans un délai de 15 jours, en informer par un formulaire spécifique que vous trouverez sur Internet, formulaire SERPA, vous devrez en informer la commune. Vous indiquerez l'identité du bailleur, les caractéristiques du bien et les diagnostics. Vous donnerez les diagnostics. Ça, c'est le régime de la déclaration. Vous avez parlé du régime de l'autorisation. Quelle est la différence alors? Alors, l'autorisation, c'est une démarche que vous faites en amont, avant de signer votre contrat de location. Vous allez demander l'autorisation à la commune de pouvoir louer le bien. Vous donnerez les indications sur le bien, les diagnostics techniques, et la commune a un délai d'1 mois pour vous répondre. À défaut de réponse dans 1 mois, l'accord est donné. Et par contre, la commune peut astreindre, conditionner la location à certains travaux, par exemple. Alors, justement, que se passe-t-il si la demande de mise en location est refusée? Qui peut répondre à cette situation? Harald ou quelqu'un de l'UNIS? Dites-moi. Si elle est refusée, d'abord, il faut que le refus soit motivé. Oui. Et elle peut aussi être conditionnée à la réalisation de travaux. Si elle est refusée, vous ne pouvez pas louer. Est-ce qu'il y a une inspection qui est faite automatiquement? Comment elle s'opère? Qui l'opère, cette inspection, Harald? Alors, concernant les inspections pour le permis de louer, pour le coup, je botterai en touche, je laisserai Mme Puccini y répondre. Parce qu'il faut savoir que le permis de louer est mis en place par les collectivités, que, en ce sens, l'ARS ne joue pas de rôle particulier dans ces inspections au titre du permis de louer. Amélie, vous avez la balle. Chaque commune a des techniciens de salubrité qui vont réaliser ces visites. Ensuite, les communes ne réalisent pas forcément de visites systématiques. Certaines communes font le choix de visiter tous les logements qui sont mis en location. D'autres décident de regarder les diagnostics, de regarder un certain nombre d'indices et de faire des échantillons et d'aller visiter seulement les logements pour lesquels quelque chose leur a mis la puce à l'oreille, la localisation ou un diagnostic un petit peu avec des données un petit peu étranges. Donc voilà, peut-être que l'autorisation sera donnée simplement sur le dossier ou parce que les diagnostics sont tels qu'une autorisation ne peut pas être donnée. Donc là, ça sera refusé sans même une visite. Et sinon, la commune se déplace, réalise un contrôle et puis soit donne une autorisation, soit refuse en listant les travaux. Généralement, la commune va dire refus parce que l'appartement est couvert de moisissures et que l'électricité n'est pas aux normes. Et donc, le technicien expliquera ce qu'il faut faire pour le remettre aux normes. Et dans ces cas-là, une nouvelle demande peut être faite. Ce n'est pas un refus définitif. Il faut faire les travaux. Pour le coup, une inspection aura lieu. A priori, oui. Il y a des chances que la commune se redéplace, vérifie que les travaux ont été faits et là peut procéder à une autorisation. Ça arrive assez régulièrement en Seine-Saint-Denis, qui est d'abord un refus, des travaux, puis une autorisation. Et c'est un outil assez puissant pour remettre aux normes les logements. Ça fait grogner, j'entends les propriétaires ou les professionnels de l'immobilier, mais en Seine-Saint-Denis, c'est vraiment un outil assez puissant pour remettre le parc aux normes. Est-ce qu'on a le droit de grogner quand on met un appartement insalubre ou indigne en location? Franchement, quels sont les risques d'ailleurs en cas de mise en location, malgré l'absence ou même un refus de ce permis de louer? Qu'est-ce que je risque? Alors, si on n'a pas fait de demande de déclaration d'autorisation, le préfet va informer l'intéressé qu'il aurait dû le faire et va lui laisser 1 mois pour faire valoir ses observations. Si les observations ne convainquent pas ou s'il y a eu mise en location alors qu'on avait refusé la mise en location, dans ces cas-là, il y a un risque d'amende de 5 000 € qui peut être porté en cas de manquement à 15 000 €. Et si le refus, il y avait eu refus, là c'est 15 000 € directement. C'est modulable, le préfet choisit, mais c'est des amendes qui sont assez élevées, donc il vaut mieux respecter la réglementation.
Oui, effectivement. Alors, juste encore une petite parenthèse, notre amie Laetitia de Nice a de la suite dans les idées. Elle nous dit merci pour la réponse tout à l'heure, mais elle veut en savoir un petit peu plus parce que la situation est plus compliquée que ça. Elle nous dit si l'habitat indigne est lié à un sinistre causé par une autre copropriété, est-ce que c'est toujours le propriétaire qui prend en charge l'hébergement temporaire? Ah, ça c'est un casse-tête. C'est une très bonne question. J'ai jamais eu ce cadre-là, ce cas-là, mais une chose est très claire, c'est s'il y a un problème dans l'appartement, c'est la responsabilité du propriétaire, quoi qu'il arrive. Même si le sinistre vient d'à côté, même s'il obtiendra des dédommagements ou un remboursement des différentes sommes, il faudra qu'il aille en demander le remboursement. Mais c'est à lui de gérer son appartement et surtout son locataire. Donc, dans l'urgence, c'est lui qui prend en charge le relogement, mais évidemment, il va y avoir une action en justice et il pourrait y avoir gain de cause s'il arrive à prouver que c'est bien la copropriété d'à côté qui est à l'origine et donc les propriétaires d'à côté qui prendraient en charge le relogement, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Si je signale un logement qui me paraît insalubre ou en péril, qui va intervenir? Et j'ajoute, dans quel délai? C'est important la question du délai. Harald. Alors, là, bien sûr. Là, vous ne vous défilez pas, vous n'envoyez pas le ballon du côté d'Amélie Puccinelli. Mais non, mais j'ai la chance d'avoir une équipe de techniciens qui se déplacent quotidiennement sur le terrain. Donc là, effectivement, je peux vous répondre. Donc, une fois que vous avez fait votre signalement, vous pouvez avoir deux situations. Soit c'est un technicien ou un inspecteur de salubrité de la mairie qui va se déplacer et qui, en fonction des compétences de la mairie, va pouvoir ou non initier une procédure d'insalubrité. Soit c'est un technicien de l'ARS qui va se déplacer. En fonction du nombre de signalements qu'on reçoit sur le département, les délais peuvent aller entre 3 semaines et 1 mois en termes de traitement, entre le moment où on reçoit le signalement et le moment où la visite va être effectuée. Il faut savoir que ce délai, il est mis à profit généralement pour vous recontacter, pour préciser la localisation du bien, puisque ça va être quel bâtiment, quel escalier, quelle porte, voire même si vous avez les coordonnées des locataires. Et ensuite, bien sûr, pour organiser une visite, il faut avoir l'aval des locataires. Et en fonction des obligations des uns et des autres, on essaye de trouver une date la plus pertinente. Une fois que le rendez-vous est pris, le technicien va sur les lieux, fait son inspection et rédige un rapport. Deux situations. Soit on est dans le cadre de l'insalubrité, et auquel cas une procédure au titre du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation va être initiée. Et c'est à ce moment-là que le propriétaire va être avisé au cours d'une phase contradictoire de l'état de son logement. Une phase contradictoire qui peut aller entre 15 jours et 2 mois en fonction des situations minimum. Il y a même une commission spécialisée pour ça. Tout à fait. Donc, cette commission spécialisée, elle s'appelle le CODERST. Donc, le CODERST est une instance départementale qui est présidée par un représentant de la préfecture dans chaque département. En fonction des départements, vous avez des commissions qui sont plus ou moins spécialisées en habitat insalubre. Donc, par exemple, typiquement en Seine-Saint-Denis, du fait de la volumétrie de cet habitat insalubre, on a une commission qui se réunit tous les mois pour traiter les dossiers d'insalubrité. Il faut savoir que depuis l'entrée en vigueur de la loi Elan et l'ordonnance du 16 septembre 2020, cette commission est devenue facultative. Donc, avant, tous les dossiers d'insalubrité passaient devant cette commission. Actuellement, on réserve certains dossiers à cette commission, là où on a vraiment besoin d'un avis collégial, puisque la grande force de cette commission, c'est de réunir des acteurs étatiques, mais également des médecins ou des partenaires de la société civile. D'accord. Alors, ça n'est pas une question, mais une remarque que nous adresse Eric, qui nous dit, lors de la vente d'un logement, les diagnostics obligatoires ne pourraient-ils pas intégrer une case habitat indigne? C'est une remarque, c'est son avis, il le partage. Autre question, le propriétaire ne peut pas réaliser les travaux, parce qu'il n'a pas les moyens financiers. Est-ce qu'il existe des dispositifs pour l'aider à réaliser ces travaux? Ce sont des situations qui peuvent exister. Qui peut nous éclairer sur ce point? Alors, je peux peut-être vous éclairer parce que je suis aussi membre du conseil d'administration de l'ANA et l'ANA a mis en place des programmes spécifiques pour aider soit les propriétaires occupants, soit les propriétaires bailleurs, soit les copropriétés par des aides qui peuvent aller jusqu'à 50% du montant des travaux pour sortir le logement de l'insalubrité et même jusqu'à 50 000 € dans certains départements pour aider effectivement la réalisation des travaux. Et ça, c'est quand même un point important. Donc, vous avez une difficulté, vous n'avez pas de quoi payer parce que c'est difficile pour vous, rapprochez-vous de l'ANA et de leurs possibilités. Vous avez en plus dans certains départements et dans certaines régions des aides complémentaires
départementale ou régionale dans certains cas. Est-ce que c'est le cas en Seine-Saint-Denis, Amélie Puccinelli? Exactement, l'ANA a labellisé des territoires comme territoires d'accélération. C'est le cas de la Seine-Saint-Denis, c'est le cas des Alpes, de l'Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Nord, des Bouches-du-Rhône, du Nord, de l'Essonne. Donc il y a un certain nombre de territoires d'accélération dans lesquels les aides sont majorées. Donc par exemple, pour les propriétaires occupants, en Seine-Saint-Denis, ça peut aller jusqu'à 70% du montant des travaux. Donc c'est quand même un appui financier non négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les propriétaires bailleurs, il y a une contrepartie, c'est de s'engager, de signer une convention à l'ANA et de s'engager à avoir un loyer modéré, à pratiquer un loyer modéré pendant au moins 9 ans en contrepartie de ces aides qui ont été versées par l'ANA. Olivier, la semaine dernière, dans le cadre d'un exercice comparable à celui-ci, nous évoquions la MaPrimeRénov'. Est-ce que MaPrimeRénov' vient s'ajouter à ces dispositifs ou au contraire, ils ne sont pas, on ne peut pas les additionner les uns et les autres? Ce sont deux dispositifs complètement différents. D'un côté, vous êtes en logement insalubre ou indécent. De l'autre côté, vous êtes sur une rénovation énergétique globale. Donc, vous pouvez déposer les deux dossiers en même temps. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de dispositifs destinés aux copropriétés qui ne peuvent pas réaliser des travaux parce qu'ils manquent des moyens financiers ou parce que quelques copropriétaires sont défaillants d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il existe des aides et surtout, quel est le rôle du syndic dans ces cas-là? Le rôle du syndic, c'est d'abord de définir quels sont les travaux à réaliser au niveau des parties communes. Et ensuite, effectivement, d'aller déposer les dossiers dans le cas de logement indigne, insalubrité, vos problèmes de péril et de sécurité. Et en plus, vous devez vérifier que votre immeuble ne se trouve pas ni dans un OPA, dans une OPA, dans un plan de sauvegarde ou dans un dispositif spécifique, dans l'EPIC, dans le plan d'intérêt de copropriété. Donc, tout ceci, effectivement, permettra d'avoir des aides complémentaires en plus des 50%. Alors, on sent dans cette question de l'expérience, du vécu. Si le propriétaire ne réalise pas les travaux qui sont prescrits par un arrêté, que se passe-t-il? Alors, je vais prendre la main sur cette question. Ouais. Vous voyez que je ne botte pas en touche à toutes les questions. Non. Donc, je vous avais laissé tout à l'heure avec cette phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté. À l'issue de cette phase contradictoire, par exemple, un arrêté qui prescrit des travaux est pris. À l'issue du délai qui est prescrit, puisqu'il y a forcément un délai pour réaliser ces travaux, les agents de la commune ou de l'agence régionale de santé vont se déplacer et contrôler la réalisation des travaux. Si ces travaux ne sont pas réalisés, on considère que le propriétaire ou la personne qui avait la charge des travaux est défaillant, et auquel cas, les services de l'État vont être missionnés pour réaliser ces travaux aux frais du propriétaire et avec une majoration suite à la prise en charge de ces travaux. Alors, on a décidément pas mal de questions sur le relogement des personnes en cas de travaux nécessaires ou d'insalubrité avérée et décrétée. Est-ce qu'on nous demande de préciser dans quel cas le relogement peut être demandé, dans quel cas d'insalubrité il peut être demandé? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'à titre liminaire, il faut bien différencier ce qui relève de l'hébergement pendant des travaux de ce qui relève du relogement. C'est-à-dire que l'hébergement pendant les travaux, ça implique que des travaux soient nécessaires, que des travaux aient été prescrits par l'arrêté et que ces travaux soient relativement limités. En effet, vous avez certains cas d'insalubrité qui anciennement étaient appelés irrémédiables, c'est-à-dire que le coût de sortie d'insalubrité est supérieur au coût de reconstruction à neuf. Donc là, vous êtes face à des bâtiments qui sont extrêmement dégradés. Est-ce que ça veut dire que lorsque l'adjectif irrémédiable est associé à la situation, est-ce que ça veut dire que l'immeuble va être détruit? Alors non, ça ne veut pas dire que l'immeuble va être détruit, mais par contre, l'immeuble va être interdit définitivement à l'habitation. Par contre, le propriétaire a toute liberté pour entreprendre des travaux. Mais au vu du risque majeur pour la santé et la sécurité, le préfet, le représentant de l'État dans le département, prescrit un relogement des occupants. Donc, c'est une situation. La deuxième situation que j'évoquais tout à l'heure, c'est notamment tout ce qui est comble, cave, sous-sol, abri de jardin. Là, on va demander de faire cesser la mise à disposition. Et le seul moyen de faire cesser la mise à disposition, c'est bien sûr de reloger. Donc là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, le plus important, c'est de faire des offres qui sont adaptées à la composition du ménage, mais également à ses capacités financières, et de garder l'ensemble des traces des propositions de relogement. Puisque bien souvent, on a les dossiers où effectivement des propriétaires ou des syndics nous expliquent avoir fait des propositions,
mais il est préférable de faire ses propositions par courrier, lettres recommandées, etc., pour avoir vraiment des traces aussi de sa bonne foi. Et puis de la cohérence dans la proposition qu'on formule. Exactement. Si on ne va pas lui proposer un appartement dans le 8e arrondissement de Paris, s'il habitait dans un arrondissement beaucoup plus modeste, on va dire ça comme ça. Quelles sont les mesures coercitives possibles à l'encontre des marchands de sommeil? Là, je pense qu'Amélie pourrait nous dire quelque chose. Oui, je vois que vous m'associez au coercitif, c'est le côté préfectoral. Mais oui, c'est ça, c'est l'autorité, la France. Exactement. Alors, si on est dans le cas que j'évoquais tout à l'heure de la mise à disposition d'une personne vulnérable, d'un logement indigne à une personne vulnérable, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement, de 150 000 € d'amende et surtout, il y a une possibilité de confisquer le bien qui a servi à l'infraction. Et c'est souvent ça qui finalement est le plus coercitif envers les propriétaires qui se voient confisquer leur pavillon, leur immeuble. Si vous refusez d'exécuter les mesures prescrites, le propriétaire, on lui a demandé de faire des travaux, il ne souhaite pas les faire, et c'est puni aussi d'1 an d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende. Donc, il vaut mieux respecter les prescriptions de l'arrêté. Et puis, si par exemple, vous avez un arrêté et vous savez que si le logement est vacant, vous n'avez plus de délai pour réaliser et que vous vous dites, tiens, je ferai bien partir mon locataire, je vais faire pression sur lui, je vais dégrader le logement, je vais couper l'eau, je vais couper l'électricité pour le faire partir, et bien ça c'est aussi une mauvaise idée puisque vous risquez 100 000, au-delà de l'aspect moral, 100 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Idem si le logement est vacant et que finalement vous le remettez à disposition, vous vous dites tiens, l'État va m'oublier, j'ai pas fait les travaux, je le remets quand même à la location. Pareil, 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Donc un conseil, respectez les prescriptions des arrêtés. Encore juste un petit mot, en Seine-Saint-Denis, des marchands de sommeil, vous en avez débusqué quelques-uns ces derniers temps? Ah oui, tout à fait. Il y a plus d'une vingtaine de jugements par an. L'an dernier, on a saisi plusieurs millions d'euros de biens immobiliers. Donc, les pouvoirs publics sont mobilisés. Il y a un vrai partenariat qui existe. On a même un procureur spécialisé dans l'habitat indigne qui ne fait que ça de ses journées, enquêter sur les marchands de sommeil et les poursuivre. Donc, il y a une véritable action qui est faite sur le sujet. Alors, la loi, sauf erreur de ma part, je m'adresse aux 2 professionnels de l'immobilier qui sont avec nous, la loi oblige le professionnel à dénoncer le marchand de sommeil. Mais comment diantre fait-il pour le repérer et être sûr qu'il est réellement un marchand de sommeil? Alors, le marchand de sommeil, on sait déjà qu'il fait des choses un peu anormalement. Première chose, il achète avec une société diverse et variée, SCI, SARL, URL, où on ne sait pas qui est le gérant ni qui fait quoi. Deuxième chose, souvent quand on est syndic de copropriété, on se rend compte qu'il ne paye pas les charges. Pourquoi? Parce qu'il s'en fiche, il encaisse des sommes au titre des loyers des personnes qu'il a logées à 40 dans l'appartement. Et le deuxième chose, c'est que quand vous avez des fuites d'eau et que vous envoyez le plombier ou un problème électrique et que le plombier vous dit je suis allé dans la chambre, c'était magnifique, il y avait 12 personnes dans 8 mètres carrés, vous avez bien compris que vous êtes dans des situations un peu difficiles. Donc, ce sont tous ces faisceaux d'indices que vous allez devoir analyser, rechercher et essayer de comprendre pour vous dire il y a des problèmes. Et l'autre point important, c'est l'odeur. Je suis désolé de le dire, on a souvent des problèmes de nuisance olfactive. Je vais être poli sur l'utilisation du terme, mais c'est ça. C'est exactement une question qui nous est posée par Gérard, qui est dans les Hauts-de-France. On me signale un logement d'où proviennent des nuisances olfactives importantes et des proliférations de nuisibles. Qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite signaler, l'ARS est là, il prend son téléphone ou son email et il envoie. Ça, c'est une vraie difficulté. Alors là, justement, petite précision peut-être sur ce cas qui est vraiment intéressant, qui a été relevé par nos auditeurs. Vous avez effectivement ces nuisances olfactives du fait du marchand de sommeil qui entraîne une suroccupation dans son local, donc avec beaucoup d'êtres humains au même endroit, donc des nuisances. Je pense qu'il est aussi important de parler d'un élément qui constitue de l'habitat insalubre, mais généralement, ce sont des propriétaires occupants, donc que vous pouvez croiser dans vos activités de syndic notamment. Et en fait, ce sont des personnes qui sont touchées par les syndromes qu'on appelle de Diogène ou d'incurie et qui conduisent en fait à l'accumulation d'objets, mais également de déchets. Et là, finalement, l'action des pouvoirs publics, ça ne va pas être de condamner un marchand de sommeil, ça va être plutôt d'aider une personne qui a besoin d'un soutien généralement social, médical,
et les pouvoirs publics sont là pour intervenir. Et donc, bien sûr, on est à l'écoute de tous ces signaux faibles qui proviennent des syndics ou des copropriétés sur ces nuisances. Merci beaucoup pour ces précisions. Encore 2 questions. Certains copropriétaires sont défaillants malgré les relances du syndic. Comment prévenir l'administration? Ils ne font pas les travaux, ils sont défaillants. Qu'est-ce que je dois faire et qui je dois prévenir? S'il s'agit effectivement de ces difficultés-là, on prévient toujours la commune ou le préfet et dans les cas complémentaires, le procureur de la République. Emmanuel Benamou, qui est une des juristes de l'UNIS qui a préparé ce dossier avec l'ami Isoline aussi, nous dit « La notion de performance énergétique est intégrée aux critères du logement décent, loi énergie et climat, décret d'application publié, entré en vigueur en 2023, donc MaPrimeRénov' peut fonctionner dans certains cas. » Donc elle le confirme et abonde dans votre sens, Monsieur le Président de la Commission. On a fait le tour des questions que j'ai reçues jusque-là. Pour l'instant, l'ami Géraud Dévolvé me fait savoir qu'il n'en a pas de supplémentaire. J'avais, pour terminer, une question globale à poser à nos invités. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis ce 5 novembre à Marseille, qu'il s'est passé quelque chose dans les esprits des propriétaires, des professionnels de l'immobilier, des autorités administratives? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est produit un déclic et que l'envie des uns et des autres de converger pour lutter plus efficacement encore contre l'habitat indigne, est-ce que ça, vous le constatez au quotidien? Amélie? Alors, on le constate vraiment au quotidien. Nous, en Seine-Saint-Denis, c'est vrai que tous les acteurs, tous les pouvoirs publics sont mobilisés. La préfecture, les policiers, les pompiers, le parquet, la police, l'agence régionale de santé, les communes. On travaille tous main dans la main. Le préfet réunit personnellement tous les mois tous les acteurs de la lutte contre l'habitat indigne pour faire le point. Donc, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des pouvoirs publics et une vraie volonté de protéger la santé et la sécurité des occupants. Harald? Et par ailleurs, effectivement, en Seine-Saint-Denis, on a la chance d'être dans un département où tous les pouvoirs publics travaillent main dans la main et même avec des partenaires privés, bien sûr, dans la lutte contre l'habitat insalubre. Il faut aussi noter qu'au niveau national, vous avez des instances telles le pôle national de lutte contre l'habitat insalubre qui coordonnent l'ensemble des acteurs, donc que ce soit les DDT, les ARS, les communes, les services de justice. Et donc, vous avez une véritable synergie, même au niveau national, pour lutter contre l'habitat insalubre. Donc oui, il y a une vraie implication de ce côté-là. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez, moi, ce type d'accident est de nature à convaincre nos clients de la nécessité d'entretenir leurs biens. Voilà. Donc, et des risques pénaux qu'ils courent en cas, par exemple, de chute d'une personne, d'un locataire, parce que le garde-corps était mal fixé, ce genre d'accident. Olivier Safar? Clairement, aujourd'hui, il y a deux constats. Un premier constat, c'est que les syndics de copropriété qui voyaient des difficultés dans certains immeubles parce que certains appartements ou certains logements étaient en mauvais état, à une époque, ils faisaient simplement une petite lettre en disant « faites vos travaux » et tout simplement. Aujourd'hui, il y a une vision différente des choses parce qu'ils se sont rendus compte que là où l'appartement peut être en mauvais état, tout l'immeuble peut s'effondrer. C'est le cas de la rue d'Aubagne. Ça peut être des difficultés sur des branchements de gaz. Regardez rue de Trévise à Paris avec l'explosion. Donc tout ceci aujourd'hui fait que je pense que les syndics se sont rendus compte qu'ils avaient un rôle aussi d'information, mais aussi peut-être de transmettre les informations tant à la mairie qu'à la préfecture, qu'au procureur. Ce qui est une nouveauté. Parce qu'auparavant, on se rapprochait très souvent de la mairie ou du préfet, parce que c'était les services compétents. Aujourd'hui, on est dans le cadre où on va faire des informations au procureur de la République sur certaines difficultés. Ce qui n'existait pas auparavant. Et je pense qu'on en a pris conscience. Et aujourd'hui, on est plutôt très présent sur ces signalements, sur cette volonté, sur faire avancer les choses. C'est aussi le rôle de l'ANA, puisque l'ANA a investi beaucoup plus d'argent au niveau de la rénovation de tous ces logements insalubres, de cet habitat indigne, et on le voit. La dernière information a été la prise en charge de gros travaux à Grigny 2, notamment, avec de l'ordre de plus de 40 millions d'euros versés pour des travaux effectivement de remise en état. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas des petites sommes. Dans certains immeubles, il faut beaucoup d'argent. Dans d'autres immeubles, c'est un peu moins, mais je pense qu'il faut tous le faire, chacun à notre niveau, pour faire avancer les choses et pour améliorer l'habitat de tous nos concitoyens.
Alors, je peux ajouter que les professionnels de l'UNIS se sont mobilisés de façon massive autour de ce live consacré à l'habitat indigne. Nous avons été jusqu'à 1200 au pic d'audience, comme on dit, ce qui est quand même la preuve de cette mobilisation. Merci mille fois à Amélie Puccinelli et à Harald Gaillard de nous avoir permis de mieux cerner cette question de l'habitat indigne. Merci à Olivier et à Denis. On se donne rendez-vous pour d'autres lives, pour d'autres aventures sur le front de l'immobilier. Vous pourrez revoir ce live en replay sur les réseaux sociaux. Mille fois merci à Manu qui est aux manettes en technique et à tout le service des juristes de l'UNIS qui se mobilisent au quotidien et qui d'ores et déjà demain matin sera sur le pont pour répondre à des questions et pourquoi pas des questions sur l'habitat indigne. Bonne soirée à tous et à toutes. Bye bye. Merci à tous. Bonne soirée.